Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, que vous soyez en salle, à distance ou que vous connectiez ultérieurement en replay à cette midinale avec notre invitée Cécile Berly, écrivaine et historienne, et on va ensemble parler pendant 1 heure de l'écriture au féminin, des femmes et de l'écriture. Et c'est une rencontre qui est co-organisée par la Fondation La Poste et par le réseau Parité. Je vais laisser tout de suite Aurore Mayer nous dire quelques mots du réseau Parité. Merci Anne-Marie, bonjour à toutes et à tous. Donc on est ravis de cette collaboration avec la Fondation et pour recevoir Cécile Berly aujourd'hui parce que le réseau Parité 1, le réseau du groupe, il a vraiment pour vocation à mettre en lumière, à montrer que les femmes peuvent occuper tout type de poste et dans notre aventure, dans cette avancée, en tout cas, il y a les hommes et il y a les femmes. Alors dans le groupe, on a 52% de femmes, donc on a beaucoup de femmes. Et sur certains types de postes en tension, on a un peu plus de difficultés à aller trouver des femmes, en tout cas à ce qu'elles pensent se manifester, on dira. Et du coup, quand on a parlé avec Anne-Marie, alors on a aussi des hommes et des femmes qui écrivent dans le groupe. On sait qu'on a des femmes qui écrivent, mais elles ne lèvent pas trop le doigt pour montrer qu'elles écrivent et elles ne nous montrent pas forcément leurs textes, notamment pour le prix des postiers écrivains. Et du coup, on se disait avec Anne-Marie que vos travaux mettent vraiment en lumière ce que ces femmes, tout au long de l'histoire, et on s'en rend compte, et je vais s'en dévoiler, en fait, ont été toujours au rendez-vous, ont les capacités les mêmes que les hommes et écrivaient d'une manière assez incroyable. Et aujourd'hui, on était ravis avec Anne-Marie, en tout cas, de pouvoir rendre la lumière à toutes ces femmes et à l'ouvrir à toutes les autres. Voilà, je vous remercie. Merci Aurore, je vais me présenter à mon tour. Je suis Anne-Marie Jean, déléguée générale de la Fondation La Poste. La Fondation La Poste, elle existe depuis 1995 et depuis l'origine, elle est dédiée à l'écriture, avec à la base l'écriture de correspondance, bien sûr, et petit lien avec La Poste. Le soutien à l'édition de correspondance, le soutien à des manifestations qui mettent en valeur la correspondance, des festivals comme par exemple celui des correspondances de Manosque qui va démarrer ce soir 25 septembre. Nous soutenons également des prix littéraires, nous soutenons également de nombreuses actions d'écriture solidaire. La mission de la Fondation, c'est le développement humain par l'écriture, tout un programme. Et comment avons-nous fait la rencontre de Cécile? Eh bien, ça s'est fait sur deux projets, en fait. D'une part, Cécile a publié l'an dernier un ouvrage qui s'appelle « Elles écrivent », on va y revenir dans un instant, qui reprend des textes de grandes épistolières du XVIIIe siècle. Donc, fort logiquement, son éditeur a sollicité le soutien de la Fondation La Poste s'agissant d'un livre de belle correspondance et la Fondation La Poste a accordé son soutien. Et puis, Cécile organise également des ateliers d'écriture dans Lyon avec des femmes. Et cela aussi, ça rentre dans les missions de la Fondation que de soutenir ce type de projet. On est là dans le champ de l'écriture solidaire. Ça a été une occasion supplémentaire de nous connaître et de collaborer. Et si on a souhaité inviter Cécile aujourd'hui en particulier, au-delà de tout ce qu'elle a à nous dire sur ce livre, Elles écrivent, sur le travail qu'elle mène et donc sur ce que tout cela lui apporte comme regard sur la question de l'écriture au féminin, c'est que nous sommes dans les derniers jours des candidatures pour le prix des postières et postiers écrivains. Jusqu'à présent d'ailleurs, on l'appelait prix des postiers écrivains, c'est sa 10e édition. Il a depuis toujours été ouvert autant aux postières qu'aux postiers. Et en 10 ans d'existence, on a fait nos petites stats, dans tant les candidats que les lauréats, on a une bonne représentation de la Poste en termes d'appartenance aux différentes branches d'activité, on a une bonne représentativité en termes de localisation géographique entre ceux qui sont en Île-de-France, ceux qui sont en province, on a une assez bonne représentativité des tranches d'âge, des niveaux hiérarchiques, tout est bien, sauf le fait que 9 candidats sur 10 sont des messieurs. Donc, c'est pas du tout un problème qu'il y ait des messieurs qui existent et se portent candidats, mais ça nous chiffonne un peu dans une entreprise où il y a 52% de femmes, comme tu le rappelais, Aurore, et où on sait qu'il y a un rapport à l'écriture qui est fort. Hein. Beaucoup d'enquêtes internes le montrent qu'à la Poste, il y a ce rapport à l'écrit, que c'est pas complètement par hasard que les gens sont à la Poste. Il y a un truc qui va pas. Voilà, donc déjà, on a rebaptisé notre prix des postières et postiers écrivains. Je ne suis pas sûre que ça change la face du monde d'un coup, mais c'est quand même un signe supplémentaire pour bien dire que ça s'adresse aux deux. Et puis, ça nous a amené à creuser un petit peu les freins que peuvent avoir les femmes, à écrire,
2 à se faire publier, 3 à faire savoir qu'elles ont été publiées, à le faire savoir en interne dans l'entreprise. Et tout cela nous a ramené au travail de Cécile, parce que je vais enfin vous passer la parole, rassurez-vous. Mais Cécile, je voudrais citer quelques mots de l'introduction que vous avez faite de votre ouvrage, donc « Elles écrivent ». Il s'agit donc des épistolières du XVIIIe siècle. Nous sommes au début du XXIe. Sous la plume de Félicité de Genlis, l'une des plus grandes femmes de lettres du XVIIIe, la femme auteure, devient l'anti-héroïne d'un court roman publié pour la première fois en 1825. Elle met en garde les femmes de n'avoir jamais une telle ambition. Être un auteur publié, c'est se hasarder sur des terres exclusivement masculines, au risque d'être ô combien maltraitée par les hommes et les femmes. Pour une femme, devenir auteur, être lue, c'est s'exposer à tous les dangers, à une haine tenace, quasi universelle. Pour une femme, ce n'est que prétention d'imaginer qu'un texte soit lisible, digne d'intérêt et d'exister pour la postérité. C'est vouloir brouiller les frontières entre les genres masculins et féminins et les espaces publics et privés. C'est affronter mépris, sarcasme, rire et injure. C'est être marginalisé, mis au banc de la société. C'est être une paria, une anomalie que l'on peut maltraiter, voire détruire. La femme qui écrit des lettres est même devenue par la fiction un archétype machiavélique, l'exemple monstrueux de la femme fatale et perverse. Je m'arrête là. En lisant cela, je me suis dit qu'il y a quand même des choses qui ont changé entre le XVIIIe et le XXIe, mais qu'il y a aussi des choses qui ont la vie dure. Et je vais enfin vous passer la parole, Cécile, pour que vous puissiez vous présenter mieux que je ne l'ai fait, et puis vous nous parler un petit peu de votre ouvrage, Elles écrivent. Alors bonjour à toutes, vous m'entendez bien? Oui, bonjour à toutes et à tous. Bon, déjà évidemment un immense merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous sur différents projets et puis parler de ce qui est l'une de mes passions, et j'ai la chance d'en avoir fait mon travail, c'est-à-dire l'écrit épistolaire. Alors moi je suis 18e-iste, c'est-à-dire que je suis spécialiste du XVIIIe siècle, et il se trouve, alors c'est totalement, bien que je ne crois absolument pas au hasard, mais dans ma génération, quand j'étais étudiante, il y a maintenant fort longtemps, il se trouve qu'à l'université, on commençait à travailler sur ce qu'on appelait l'histoire des femmes. Moi, ça me semblait toujours un peu étonnant. Je me disais, mais en fait, on travaille sur l'histoire des femmes. Pour moi, c'était de l'histoire tout court. Mais en fait, non. C'était quelque chose qui était encore, il y a une vingtaine d'années, en friche. Et alors, comme j'ai le goût de la difficulté, quand j'ai commencé à travailler sur l'histoire des femmes au XVIIIe, et en particulier sous la Révolution, j'ai travaillé sur une femme où il fallait surtout pas travailler sur elle parce que c'était suspect à cette époque. C'était une certaine Marie-Antoinette. Alors, à cette époque-là, donc là on est au début du XXIe siècle, je commence à être une vieille historienne, donc crédible. Je travaillais sur une femme, mais qui n'était pas vraiment une femme d'ailleurs pour les historiennes dites des femmes. Un jour j'ai dit, mais attendez, c'est une femme, Marie-Antoinette, pourquoi on ne l'inclut pas justement, puisqu'il faut classer, pourquoi on ne l'inclut pas dans l'histoire des femmes? Donc déjà ça n'avait pas beaucoup plu, passons. Et puis c'était une reine de France, et évidemment une reine, on l'a vu lors d'une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui suscite quand même des affects, des émotions peu ordinaires. Donc non seulement je voulais travailler sur une femme, mais j'avais un sujet de fille, c'est-à-dire avec les paillettes. Je ne passais pas du tout pour quelqu'un de crédible à cette époque dans mon laboratoire de recherche qui était à Paris 1, à l'Institut d'Histoire l'Institut d'Histoire de la Révolution française. Tout ça, c'est très solennel, très pompeux, très sérieux, très grandiloquent. Donc, bon, moi, je ne me sentais pas forcément à ma place. Et puis, on s'est aperçu que travaillant sur une femme comme Marie-Antoinette, puis après, j'ai commencé à travailler, c'était mon sujet de thèse, c'était Madame Roland. Alors là, c'est un sujet beaucoup plus politique, beaucoup plus sérieux, beaucoup moins connu, donc forcément, je devenais sérieuse. Mais c'est intéressant aussi le parcours, c'est pas pour me parler de moi, c'est faire aussi de l'égo-histoire et comprendre aussi un cheminement intellectuel. Et donc petit à petit, je me suis affranchie, je suis partie avec pertes et fracas de l'université, et je voulais absolument travailler sur les femmes, mais pas parce qu'elles étaient des femmes,
parce que je comprenais bien que j'avais un territoire non seulement à défricher, mais surtout à conquérir. Parce que c'était ça, moi, qui m'intéressait. Je n'avais pas du tout envie de faire ce que mes pères, P-A-I-R-E-S, ce que mes pères avaient déjà fait. Ça ne m'intéressait pas. Je voulais aller dans des territoires qui n'étaient pas encore défrichés, qui n'étaient pas encore connus. Et puis alors là-dessus, j'ai ajouté quelque chose qui à l'époque a beaucoup heurté. Deux choses même. J'ai travaillé sur le corps de la femme. Par exemple, j'ai fait un article qui n'a, ça c'était pour mon DEA, qui je crois maintenant est compris, mais alors à l'époque, on s'est dit elle est gentille avec ses sujets de femmes, girly. J'ai travaillé sur le sang malade de Marie-Antoinette. C'est un sujet infiniment pathétique et extrêmement sérieux. Ça n'a à l'époque absolument pas été compris. Et puis j'ai exhumé, travaillant sur Madame Roland, des lettres. Parce que quand on travaille sur Madame Roland, on travaille sur ses mémoires. Ils sont un véritable chef-d'œuvre de la littérature du XVIIIe. Plus de 600 pages qu'elle a écrit en prison en seulement quelques semaines. C'est-à-dire à la toute fin de sa vie. Moi, je me suis dit, mais je ne comprends pas pourquoi ces lettres qui existent par milliers, pourquoi on ne veut pas les étudier? Mais parce que c'est pas une... Non seulement c'est pas de la littérature, mais c'est pas une source. Bon. Et puis un jour, je me suis rendu compte d'une autre chose, c'est que quelqu'un comme Marie-Antoinette avait aussi écrit énormément de lettres. Maintenant, je suis un peu au fait de la question. Nous conservons de sa main, je dis bien de sa main, plus de 400 lettres écrites sur une période, somme toute, assez brève de son existence. Et puis un autre jour, je me suis rendu compte qu'il existait des femmes que l'on avait très clairement oubliées, occultées, et qui avaient toutes pour point commun. Elles écrivaient dans leur espace privé, ça peut être leur chambre à coucher, leur boudoir, leur antichambre, bref, une géographie modeste, la leur, surtout celle de leur espace privé, qu'on commence à appeler progressivement au XVIIIe l'espace de l'intime. Ça commence à se construire progressivement au cours du XVIIIe siècle. Elles écrivent des lettres par milliers. Et ça a été un objet de fascination incroyable. Et j'avoue que j'ai eu une sorte de choc intellectuel et émotionnel quand j'ai découvert qu'un personnage comme Madame de Pompadour, que tout le monde croit connaître, alors qu'en fait, personne n'a compris qui elle était. On en parlait juste avant le début de notre rencontre toutes les trois. J'ai voulu travailler sur le personnage et la fonction de favorite royale au XVIIIe siècle, qui est en fait un sujet totalement politique. Hein. Il n'y a rien de plus sérieux qu'une favorite royale. Oui, mes sujets en fait sont pas du tout pailletés et sont pas du tout glamour. Et je me suis rendu compte, et alors ça a été vraiment un choc, que Madame de Pompadour écrivait en moyenne une 60aine de lettres ou billets par jour. Alors imaginez par exemple si aujourd'hui avec nos technologies, ça a été j'ai eu un peu une sidération. Je me suis un peu mis à la place de Madame de Pompadour. De toute façon, moi je ne sais pas étudier mes personnages autrement, c'est-à-dire je suis toujours à côté d'elles, pour ne pas dire par-dessus leur épaule. Je me suis dit, mais moi par exemple avec mon portable ou avec mon ordinateur, si j'avais 60 mails, ou 60 textos à écrire par jour. Parce qu'en fait, le billet, c'est peu ou prou en fait le texto du XVIIIe siècle. La lettre, évidemment, c'est autre chose. On est évidemment dans une démarche qui est beaucoup plus exigeante, qui est beaucoup plus chronophage, qui est beaucoup plus réfléchie. Mais imaginez le temps qu'il faut chaque jour consacrer à l'écriture en termes de concentration, d'introspection, parce que quand on écrit, on est forcément dans l'introspection, de réflexion, de rapport, ne serait-ce qu'à l'outil qu'il faut pour écrire, c'est-à-dire la plume. Et ça, c'est devenu, il faut le dire, quelque chose qui relève chez moi de l'obsessionnel. C'est-à-dire ces femmes qui ont quasiment vécu, quand on y réfléchit bien, une partie de leur vie à écrire, sans être lues, si ce n'est de leur destinataire.
Parce que je crois que c'est avec le XVIIIe siècle que l'on comprend aujourd'hui pourquoi la Fondation La Poste, vous avez énormément de femmes dans votre groupe, c'est-à-dire vous avez même plus de femmes que d'hommes, mais vous n'avez que 10% de participantes à un concours d'écriture, à un concours littéraire. Il y a évidemment un hiatus, mais toujours tout s'explique. Le hiatus est le suivant. C'est que moi je pense que historiquement parlant, depuis que l'homme avec un grand H sait écrire, les femmes ont toujours beaucoup plus écrit que les hommes. Mais la différence fondamentale, c'est que, et ça c'est pas si difficile que ça à comprendre, écrire est une chose, être lu est une démarche. C'est tout à fait autre chose. Être lu, quand on est une femme vivant au XVIIIe siècle, ça voudrait dire, j'emploie le conditionnel, ça voudrait dire que l'on va avoir un imprimeur, ce qu'on appellerait aujourd'hui un éditeur. Et puis qu'après, on va être diffusé. Éventuellement, qu'on va avoir même la possibilité de vendre ses livres, parce qu'il y a eu un imprimeur, parce qu'il y a eu un diffuseur. Ce n'est pas du tout une démarche féminine. Elle n'est à ce point pas féminine qu'on peut le dire. Les femmes ont très clairement intériorisé, c'est interdit. Moi, j'adore aller gratter là où ça fait mal et là où ça dérange. Maintenant, ce sont des querelles qui commencent un peu à s'apaiser. Le mot autrice. Bon. Oui, bien sûr, le mot autrice, il existe depuis au moins le XVIIe siècle, peut-être même avant. Allez dire à une femme qui vivait au XVIIIe siècle qu'elle était autrice. Pour moi, l'une des plus grandes plumes de l'histoire de la littérature française, c'est Madame Roland. Allez lui dire qu'elle est autrice. Elle le dit très bien, elle en a même laissé des traces pour la postérité. Elle raconte une anecdote. Un vieux monsieur, un littéraire, probablement un peu amoureux d'elle, qui lui dit « Vous avez beau vous en défendre, un jour, vous publierez un ouvrage. » Elle lui répond « Jamais, sinon je me mangerai les doigts. » Vous avouerez qu'une fois que les doigts sont mangés, c'est plus difficile de tenir la plume dans ces conditions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme a parfaitement intériorisé l'idée que parce qu'elle est née femme, elle ne peut pas devenir auteur. Elle ne peut pas devenir homme de lettres. Elle ne peut pas devenir écrivain. Autrice au XVIIIe siècle, c'est ni plus ni moins un synonyme de la femme publique. Et la femme publique au XVIIIe siècle, c'est la femme qui s'expose dans l'espace public. Et la femme, la femme qui s'expose, que l'on peut voir dans l'espace public, c'est la prostituée. Allez dire à une Madame Roland, qui est rousseauiste, c'est une contradiction majeure. Rousseau, l'un des plus grands misogynes du XVIIIe siècle, qui a même expliqué dans le livre 5 de son Émile ou de l'éducation, qui est publié pour la première fois en 1762, qui est un véritable best-seller, qui explique dans le livre 5 de ce traité révolutionnaire de pédagogie que non seulement il ne faut pas éduquer, instruire les femmes comme les hommes, mais qu'en plus de ça, il ne faut surtout pas les instruire. Parce que c'est dangereux, c'est l'architecture de la société même qui est en danger. Bon, pourtant, alors là, ça fait partie des contradictions des femmes. L'auteur le plus lu par les femmes au XVIIIe siècle et de très très loin, c'est Rousseau. C'est-à-dire que l'auteur qu'elles aiment lire le plus, pour la plupart d'entre elles, c'est cet homme qui les explique que parce qu'elles sont femmes, elles ne peuvent certainement pas prétendre à être comme les hommes. Alors là, c'est pareil, pour apaiser un peu des débats d'aujourd'hui, où on s'amuse quand même beaucoup à souffler sur les braises et à dresser systématiquement les femmes contre les hommes et les hommes contre les femmes. Enfin, aujourd'hui, c'est surtout les femmes contre les hommes. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a autant d'hommes dits féministes que de femmes dites féministes, que beaucoup d'hommes n'ont absolument aucun problème avec l'égalité entre les hommes et les femmes. Aucun problème. Il y aurait même des femmes aujourd'hui qui voudraient peut-être être un peu dans une forme de domination
à l'égard des hommes. C'est pas ça le féminisme, hein, c'est pas ça du tout. L'égalité, c'est quelque chose qui se travaille main dans la main. Moi, je suis pas badinterienne pour rien, je suis absolument convaincue qu'il y a beaucoup plus de points communs entre les hommes et les femmes qu'il n'y a de différence. Et tant qu'on sera justement dans une logique à vouloir dresser les uns contre les autres, parce que moi, travaillant sur l'histoire des femmes, je me rends compte de quoi? Je me rends compte que les pires ennemis des femmes sont très souvent les femmes. Je vais vous donner un exemple. Alors, par exemple, dans ce livre, elles écrivent, il n'y a pas Olympe de Gouges. Olympe n'a quasiment pas... J'ai énormément travaillé sur Olympe de Gouges. Alors, à chaque fois, on me dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas Olympe? Ben, il y a une raison très simple, c'est qu'Olympe, elle n'en avait rien à faire d'écrire des lettres, parce qu'Olympe, c'est le contraire d'une Madame Roland. C'est-à-dire qu'elle, non seulement, elle le revendique avec une arrogance folle, moi, je suis auteur. Moi, je suis un écrivain. Je suis une dramaturge. Donc, moi, non seulement j'écris, je me fiche si je n'ai pas un grand style, mais j'écris pour être lu. J'écris pour influencer l'espace public. Donc, Olympe, elle fait exactement le contraire de la plupart des femmes au XVIIIe. Elle fait imprimer, diffuser ses textes. Elle les diffuse dans l'espace public. Mieux, elle placarde ses textes dans les rues de Paris. Vous ne pouvez pas la contourner, Olympe de Gouges, à partir du début des années 1780. C'est simple. Elle fait tout pour occuper l'espace public. C'est bien la raison d'ailleurs pour laquelle elle va en mourir. C'est pour ça qu'il faut la panthéoniser, Olympe. C'est-à-dire qu'elle écrit pour des idées qu'elle défend jusqu'à la mort. C'est-à-dire jamais elle ne va renier ses écrits, jamais elle ne va renier ses idées. C'est-à-dire qu'elle va aller jusqu'au bout. Pour moi, c'est vraiment, moi, quand on me dit que c'est Christine de Pisan, la première femme de lettres professionnelle, bah, ça dépend ce qu'on met derrière la professionnalisation des femmes de lettres. Parce que Christine de Pisan, elle a été pensionnée. Olympe de Gouges, elle n'a pas gagné le moindre argent avec ses écrits. Elle est non seulement une femme de lettres, mais elle est surtout une philosophe des Lumières et elle s'impose dans l'espace public. Elle s'impose tellement qu'elle mord, rappelons-le, d'une mort juridique. Voilà. Et Olympe, elle n'écrit pas de lettres. On a quelques lettres. Les lettres qu'elle a pu écrire, je les ai. Il n'y a pas de quoi faire un portrait épistolaire d'Olympe. Parce qu'elle, écrire pour un destinataire dans l'espace de son bureau sans que ce soit lu, ça ne l'intéresse pas. Donc, il n'y a pas de lettre intéressante, si ce n'est sa dernière lettre, quand elle est à la conciergerie et qu'elle sait qu'elle est condamnée à mort. Mais concrètement, elle n'a aucun intérêt à perdre son temps à écrire des lettres. Voilà. Elle écrit des écrits politiques. Voilà, des textes politiques, des brochures, des pamphlets, des pièces. Autrement dit, elle écrit des textes de bonhomme. Elle se comporte comme un homme. Et d'ailleurs, elle va, ça fait partie de ses contradictions, elle se dit rousseauiste, mais elle convoque, comme un Rousseau, les lois de la nature. C'est pour ça qu'à mon avis, elle n'a pas vraiment lu Rousseau, là. C'est-à-dire qu'elle explique que concrètement, expliquez-moi dans les lois de la nature, que ce soit les animaux, les végétaux, il n'y a pas, par exemple, chez les animaux, les mâles ne réduisent pas en esclavage les femelles. Donc, au nom de la nature, on ne peut pas tout justifier. C'est toute la démonstration de sa fameuse déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Olympe ne veut pas écrire, elle a autre chose à faire que d'écrire des lettres, comme ces bonnes femmes qui s'enferment dans leur boudoir. C'est ce qu'elle pense, hein. Ça va encore plus loin que ça. Olympe, elle est détestée donc d'une grande partie de l'opinion publique. Les hommes la prennent très clairement, je les cite, pour une femme dénaturée, pour une virago, pour une hystérique, évidemment, pour une anti-femme. C'est la mauvaise femme. Mais elle est aussi détestée par les femmes. Ça va tellement loin qu'à 2 reprises, elle échappe dans les rues de Paris, on est en pleine révolution, des guet-apens pour la détrousser et la fesser publiquement. Son amie Théroigne de Méricourt n'a pas échappé à cette sanction. On est dans les jardins des Tuileries au mois de mai 1792. Ce sont les femmes qui se jettent sur une Théroigne de Méricourt. Elle se jette sur elle la dénude, c'est-à-dire elle remonte ses jupes, elle baisse
ses jupons, etc. Donc, elle est fesses nues dans l'espace public. Et là, elle passe le relais aux hommes pour qu'elle soit fessée publiquement dans les jardins des Tuileries par les hommes. Les dernières années qui seront longues, puisqu'elle meurt au début du 19e siècle, elle est évidemment, elle a basculé dans la folie. Elle est folle, Théroigne de Méricourt, parce que cet épisode d'humiliation lui a fait perdre la raison. Voilà. Mais j'insiste là-dessus, parce que très clairement, ces femmes du 18e qui sont dans une forme de transgression par les cris, elles gênent tout le monde, et en premier lieu les femmes. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on va bousculer ses consoeurs. On va bousculer les normes d'une société. Ça veut dire qu'il faut un courage inouï pour écrire et être lu quand on est une femme. Et je pense qu'encore aujourd'hui, l'évolution des mentalités, des mœurs, même si évidemment, à moi, quand on me dit rien n'a changé depuis le XVIIIe siècle, c'est tout simplement indécent. C'est tout simplement indécent, mais il y a encore des barrières qui sont présentes consciemment ou inconsciemment, où il y a cette idée que, mais d'ailleurs, être femme de lettres aujourd'hui, c'est pas toujours évident, hein. À un moment ou à un autre, on vous pose toujours la question, mais vous avez des enfants? Donc moi, un jour, publiquement, c'était au salon de la biographie à Nîmes. Et j'ai retourné la question. J'ai dit, et vous, monsieur? Et je parlais d'Olympe de Gouges et d'un livre précédent, Guillotiné, où le modérateur de la présentation de mon livre, m'a dit, devant tout le monde, eh bien, Cécile Berlier, elle est comme Olympe de Gouges, elle a la langue bien pendue. J'étais l'auteur quand même. Hein. Il l'a regretté. Il l'a regretté parce que, évidemment, je l'ai volontairement humilié publiquement. Je l'ai confronté à son manque d'élégance, à son manque d'intelligence. Je venais quand même parler d'une femme qui venait d'être guillotinée parce qu'elle avait osé écrire 150 textes, qu'elle n'a pas renié ses idées, que oui, elle avait la langue pendue. Ça, c'est pas quelque chose que l'on reproche aux hommes. Et que moi, on est au mois de janvier 2023 à Nîmes, je suis auteur invité pour présenter mon nouveau livre et on ose me dire que j'ai la langue bien pendue. Croyez bien qu'il s'est fait moucher. Et d'ailleurs, je lui dis, j'espère que vous allez retenir la leçon. Voilà. Mais, pardon, mais ça veut dire que je suis très solide dans mon métier, que je suis très solide dans l'espace public, que je suis très solide quand je dois prendre le micro devant un public, qu'il y ait une dizaine de personnes ou qu'il y en ait 300. Voilà. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'encore aujourd'hui, quand on est femme de lettres, on est encore confronté à des écarts de langage, qui d'ailleurs, pour être honnête, je ne suis pas toujours convaincue que c'est intentionnellement méchant. C'est juste bête. C'est juste bête, en fait. Et ça veut dire qu'il y a quand même des permanences. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais ça, bien évidemment, il faut y travailler. Et c'est vraiment main dans la main. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée d'accompagner et d'expliquer qu'en fait, c'est possible. Être émancipé et libre, c'est pas facile, mais c'est possible. Voilà. Et franchir le pas d'écrire quand on est aujourd'hui femme d'un milieu modeste, comme les femmes que vous accompagnez dans vos ateliers, comment ça se passe? C'est quoi d'abord, pourquoi vous êtes engagée dans ce type de travail qui est complètement différent de votre travail d'historienne dont vous venez de nous parler, et qu'est-ce que vous ressentez comme étant les freins vécus par ces femmes, et qu'est-ce que vous ressentez également comme étant le bénéfice pour elles de se lancer dans cette aventure de l'écriture? Alors, à Tonnerre, où je vis depuis 4 ans, c'est une véritable révolution épistolaire. C'est-à-dire que a été créé quelque chose qui n'existait pas du tout dans ce territoire et qui est manifestement même un peu, parce que ça prend entre autres grâce à la Fondation La Poste, en train de prendre une ampleur. C'est-à-dire que c'est pas qu'un atelier d'écriture, c'est des lettres sur des thèmes, l'ambition féminine, sur le territoire. Cette année, c'est sur le corps des femmes.
où non seulement elles écrivent, mais en plus elles se lisent devant un public en moyenne 200 et quelques personnes. Elles ont le courage de se montrer, de prendre un micro et de lire leur propre écrit. Il faut un courage incroyable, hein, incroyable. Alors, pour répondre à vos questions, Anne-Marie, déjà, je ne suis pas certaine que ce que je fais dans cet atelier d'écriture soit si différent de ce que je fais dans mes livres. Pour moi, il n'y a aucune rupture, il n'y a que des continuités. Bon, déjà parce que je suis évidemment très à l'aise avec l'exercice littéraire de la lettre. Dans mon métier d'historienne et d'écrivaine, j'en ai lu des milliers, donc forcément, j'ai un petit peu des habitudes sur les émotions, les sensations, la construction d'une lettre, etc. Enfin voilà, l'écriture, c'est un métier. Après, comme je le dis souvent, je suis pas du tout une militante, mais je suis quelqu'un qui est extrêmement engagé. Et je pense que l'écriture, c'est encore mieux, si j'ose dire, qu'une thérapie. D'ailleurs, c'est une thérapie. J'aime beaucoup cette forme d'engagement et j'aime beaucoup, quand je dis d'engagement, le mien vis-à-vis de ces femmes, parce que malheureusement, j'arrive pas à agréger des hommes. Mais, et d'ailleurs, c'est pas hasard. Ce n'est évidemment pas hasard. Mais c'est aussi je pense qu'il leur faut encore bien plus d'engagement et de courage à elles qu'à moi. Elles ne viennent pas toutes de milieux défavorisés, loin de là, mais elles n'ont pas forcément l'habitude d'écrire, voire pas du tout. Certaines me disent, moi j'adore par exemple les stylos et le papier à lettres. Mais voilà, donc elles ont du matériel d'écriture à la maison, mais elles en aiment le toucher, elles en aiment le fait de les posséder, mais parce qu'elles me disent, mais en fait, nous, on n'a pas de méthode. On ne sait pas comment il faut y aller. Donc moi, en fait, je donne un sujet, je donne un cadre, et puis très souvent, en fait, l'acte d'écriture, des fois, c'est simplement un échange, un regard, une façon d'orienter ce que je ressens chez elles. Exactement comme avec mes femmes du XVIIIe siècle. C'est exactement la même démarche. Sauf que pour le XVIIIe, ce sont les sources, les archives du papier, et que là, en face de moi, bah, évidemment, j'ai des individus de chair, de sang, avec un parcours de vie qui peut être effectivement accidenté, mais comme la plupart des parcours de vie, de toute façon. Et puis, il y a aussi, évidemment, ce climat de confiance, d'extrême respect, parce que c'est... Pardon. Parler d'elle, c'est toujours parce que vraiment, ce qui se passe à Tonnerre, c'est pas qu'un atelier d'écriture. Voilà. Ce qu'elles voient, ce dont elles sont capables. Là, j'ai je pense par exemple à Annie et Dominique. Dominique, qui a fait toute sa carrière à la Poste, qui était factrice, qui me dit, bah voilà maintenant que j'écris des lettres. Eh ben, je disais, il était temps. Voilà. C'est la deuxième année qu'elle suit cet atelier. C'est une révolution personnelle. Maintenant, elle regarde les gens dans les yeux. Je crois sincèrement que moi, je suis limite de la figuration. C'est-à-dire, je suis là. Elle me dit, mais on a quand même besoin de toi. Hein. C'est-à-dire que, oui, il faut donner des indications, il faut donner de la méthode d'écriture. Enfin, parce que tout ça, encore une fois, c'est un métier. Mais une fois, en fait, que les gens se font confiance, qu'elles ont compris quel était leur intérêt, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir réussir à... Ça déroule tout seul. Hein. Ça déroule tellement tout seul. Par exemple, là, le nouveau projet d'écriture, il est à peine commencé que j'ai déjà plein de lettres. Parce que aussi, alors très important, bon là, je vais enfoncer une porte ouverte, pardon, mais il suffit simplement c'est le regard que l'on pose sur l'autre aussi, qui, moi, m'intéresse. Je ne suis pas historienne par hasard. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'altérité et c'est de comprendre. J'adore comprendre les individus. J'adore observer les individus. J'adore ça. Je ne peux pas me lancer de toute façon dans l'écriture d'un nouveau livre sans avoir emmagasiné, compilé
beaucoup d'images. Je regarde les gens, je regarde comment les gens se regardent, comment ils marchent, comment ils s'adressent aux autres. Voilà, parce que moi, pour redonner vie à des femmes qui sont mortes il y a 250 ans, il faut bien quand même que j'aille puiser sur des éléments du réel. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça l'écriture. L'écriture, il y a de la méthodologie, ça c'est le côté pas très rigolo et qu'on apprend évidemment. Plus on écrit et plus on sait écrire, c'est comme le forgeron. Et puis, il y a aussi quand même cette part d'humanité qui est en nous, de regarder les autres. Voilà, ça pour moi, c'est le cœur de mon métier. Merci Cécile. Peut-être peut-on à ce stade commencer à vous passer la parole, à vous qui êtes en salle, mais aussi à celles et ceux qui sont en ligne. J'ai oublié de le rappeler au début, mais vous pouvez poser des questions dans le chat et nous avons Jean qui est derrière l'ordinateur, qui va veiller aux questions qui arrivent et à nous les répercuter. Mais peut-être déjà en salle si quelqu'un souhaite réagir, commenter, interroger Cécile. Je partage le micro avec plaisir. Ça se regarde. Il ne faut pas avoir peur. Aurore, allez. Comme ça va peut-être donner des idées à d'autres personnes. Alors j'ai remarqué que vous regardiez beaucoup, effectivement. On a un peu discuté toutes les trois en préambule, et c'est vrai que, et là je le perçois vraiment, enfin, vous incarnez, et merci pour cette passion que vous transmettez. L'écriture, les femmes dans votre livre, elles prennent vie. Et là, je comprends pourquoi maintenant, en vous entendant. C'est-à-dire, c'est pas juste une lettre. On voit, en fait, on vit avec. Et je comprends votre démarche que je trouve vraiment d'une puissance assez. Je suis un peu émue parce que je trouve que c'est d'une puissance remarquable. Et elles vivent, et du coup, à travers ces lettres, on découvre, on a pu un peu en discuter toutes les trois, mais on découvre ce qu'elles vivent à ce moment-là. Et il y a derrière, parfois, peut-être, on a l'impression que c'est anodin, mais il y a un acte politique, peut-être, derrière. Et on apprend beaucoup d'une époque à travers les lettres. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus à ce sujet? Alors, selon les lettres, en fait... Alors, globalement, au XVIIIe siècle, et avant et après le XVIIIe siècle, ne pas croire qu'une lettre est forcément de l'ordre du privé et de l'intime. Il y a même des lettres qui sont destinées à être lues publiquement. C'est une façon aussi de contourner les interdits faits aux femmes. Je pense par exemple à Madame du Deffand, qui est une de mes chouchoutes. Une des plus grandes correspondances du XVIIIe siècle, c'est Madame du Deffand et Voltaire. Quand elle écrit à Voltaire, mais elle en met plein la vue. Voilà. Et elle le sait dans son salon, le moment mondain, chic, c'est quand elle va lire la copie de sa lettre qu'elle a adressée à Voltaire, et la réponse du grand homme, où elle feint de dire « Oh, ce ne sont que des petites choses », mais elle sait très bien. C'est pas de la fausse modestie, c'est un jeu mondain. Voilà, donc il y a aussi ça dans la lettre au XVIIIe siècle, selon les milieux sociaux, selon... Voilà. Moi, je crois qu'une lettre est aussi une fresque, une sorte d'instantané d'une société. Dans une lettre, on dit tellement de choses. Je ne suis pas certaine que toutes les lettres soient, comme on dit, écrites au fil de la plume. Bien sûr qu'il y en a. Il y a une sorte d'écriture fluide, presque automatique. Ça m'agace quand des historiens, et surtout des historiennes de la littérature, disent « Mais une lettre, c'est jamais construit, c'est faux. » C'est totalement faux. Madame Roland explique très bien dans ses mémoires et dans ses dernières lettres que c'est parce qu'elle a commencé à être en correspondance à l'âge de 16 ans qu'elle a su argumenter, construire un raisonnement. Parce que la lettre, en fait, c'est extrêmement exigeant. Et dans ces lettres, on voit les mœurs, on voit des habitudes, on voit des choses, le quotidien surgit, s'immisce, mais en même temps, il est à côté, ça peut être un événement politique majeur. En fait, pour moi, la lettre, qui plus est pour le XVIIIe siècle, c'est une source de premier ordre. Avant, elles écrivent. J'avais fait 3 portraits épistolaires de 3 femmes, Madame du Deffand, Madame Roland et Madame Vigée-Lebrun.
le génie absolu de la peinture au XVIIIe siècle. Il n'y a pas que David, il y a Madame Vigée-Lebrun. J'avais construit ces portraits par rapport à leurs lettres. Pourquoi? Parce qu'une lettre, c'était une touche du tableau. C'était une touche du portrait. Il y avait l'architecture, le plan de mes portraits, c'était leurs lettres. Alors évidemment, ça demande un petit peu être un peu à l'aise dans la lecture des lettres du XVIIIe siècle, être un peu à l'aise évidemment dans leur parcours de vie. Enfin, tout ça, c'est beaucoup de travail quand même. Hein. Voilà, c'est beaucoup de travail. Mais j'avais adoré ces portraits épistolaires. De me dire, même, j'adorais l'idée, comme j'ai la chance d'avoir un éditeur en or, Nicolas Grappalin, je lui avais dit en fait le plan des portraits, c'est la lettre, c'est leur lettre. Et il m'avait suivi, c'était, vous allez me pardonner l'expression, c'était hyper casse-gueule. Hein, parce que avant de se lancer dans l'écriture, on ne sait jamais à quoi on va arriver. Hein. L'écriture, il n'y a rien de plus imprévisible. Ça aussi, ça fait peur. On a des idées, on se dit voilà, mais je ne vais pas y arriver parce que. Mais de toute façon, ce que vous avez dans la tête ne correspondra jamais à ce qui sera sur le papier. C'est ça qui est magique. Et généralement, quand on a terminé, on se dit ah ouais, c'était ça en fait. Voilà. Il faut accepter cette part d'imprévisibilité. Je ne sais pas ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler le texte à côté. Moi, je suis la reine du brouillon. J'adore les brouillons. J'ai des cahiers et des cahiers et des cahiers de brouillon. Moi, j'adore les méthodes artisanales, le cahier, je noircis, voilà. Mais ce qui va arriver, l'architecture finale, là, par contre, pour le coup, moi qui suis tout le temps dans le doute, en fait, je me rends compte que quand j'ai fini, mine de rien, même si j'ai la trouille, le pire moment dans la création d'un livre pour moi, c'est quand j'envoie le manuscrit à mon éditeur, avec lequel je travaille depuis 15 ans. Le moment où il me dit, bon, je te lis très vite. Mais le très vite, pour moi, c'est dans 24 heures. Lui, c'est plutôt dans le mois en cours. Ce moment-là est un moment de torture. Parce que je me dis, voilà, il va falloir tout recommencer, c'est nul. Et ce que j'ai fait, c'est pas bon. Et généralement, et quand je dis ça, vous avez bien compris que c'est pas pour me vanter, mes livres, depuis quelques années, ce que l'on publie, c'est du premier jet, quasiment. Parce que le forgeron, c'est assez bien forgé maintenant. Mais c'est aussi parce qu'il y a le doute. Et je crois aussi que ce qui fait peur dans l'écriture, il faut accepter d'être dans le doute permanent. Moi, ça, je suis spécialiste. Hein, le doute permanent, H24, oulala, voilà. Il faut accepter qu'en fait, on ne sait pas grand-chose. Contrairement à ce que l'on pense, je crois quelqu'un qui sait écrire, c'est quelqu'un qui a très peu d'ego, contrairement à ce qu'on dit. Il faut accepter qu'on ne sait pas grand-chose. Il faut accepter qu'on va apprendre beaucoup de choses. Quand on fait un livre, c'est pas jamais pour apprendre aux autres, hein, c'est pour apprendre soi. Et après, les autres, ils en font ce qu'ils en veulent. Voilà. Merci Cécile. Une autre question? Corinne, je te passe le micro. Bonjour, Corinne. Donc, déjà, je voulais aussi vous remercier. J'étais très émue, d'autant que j'ai une passion pour les femmes tenant salon et écrivant. Et Madame du Deffand est une référence aussi. L'admiration et le partage des sceaux. Et ça m'avait frappée sur une dissertation à 16 ans. J'ai toujours gardé cette figure de proue dans ma tête. Voilà, j'en profite. Moi, j'avais une question plutôt sur, je pensais aux jeunes, aux adolescentes. Je voulais savoir si vous... Et j'ai une fille qui a 17 ans, qui se dessine à être musicienne et qui doit savoir se présenter, écrire, qui me dit « Maman, j'ai besoin... » Voilà, c'est un peu personnel, mais tu peux me donner une liste de bouquins à lire aussi. Bon, il y a ce français, cette langue qui est retravaillée, réécrite avec les supports numériques, les réseaux sociaux. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous avez une action sur ces jeunes femmes en devenir, pour qui la langue est précieuse aussi? Alors, c'est une question extrêmement importante.
il se trouve, bon, je n'ai pas encore le don d'ubiquité, mais que je suis très sollicitée pour venir dans des établissements scolaires. J'avoue que je décline beaucoup de propositions parce que c'est pas jouable. Mais par exemple, à Tonnerre, qui est donc, en premier lieu, c'est quand même le lieu où je vis depuis 4 ans et où j'ai créé cet atelier d'écriture. J'ai tenu et j'ai la chance d'avoir des professeurs de français, des femmes, qui chaque année me demandent « s'il te plaît, reviens ». Non seulement pour les aider dans cet exercice littéraire de la lettre, donc on peut écrire à une femme, un personnage important. Par exemple, je me souviens sur l'ambition féminine. J'avais fait une conférence et puis après j'avais dit maintenant vous allez écrire par exemple à Simone Veil, vous allez écrire à Frida Kahlo, vous allez voilà. Dans un premier temps, ces jeunes gens me regardent et mais madame elles vont pas nous répondre. J'ai dit ça c'est sûr, mais c'est aussi l'intérêt. C'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre que l'idée de s'adresser à quelqu'un, c'est pas la réponse qui est importante. C'est pas ça du tout. C'est qu'est-ce que l'on va délivrer de soi comme émotion. Et c'est aussi une façon, évidemment, d'apprendre à se présenter. C'est aussi une façon de se livrer. Et là, pardon, parce que ça me fait penser, il y a une jeune fille qui s'est tellement livrée à Simone Veil qu'elle lui a confié qu'elle était victime d'inceste. Et depuis, cette jeune fille, elle a été retirée évidemment de sa famille, suivie psychologique, toute la structure, la machine judiciaire. Et l'enseignante vient me voir en disant « Cécile, par ton exercice, tu lui as sauvé la vie. » Je lui dis « Là, je crois que tu en fais un petit peu beaucoup. » C'est elle qui s'est sauvée toute seule parce qu'elle a compris l'opportunité à saisir par l'écriture d'une lettre à Simone Veil. Vous allez dire pourquoi elle a écrire ça à Simone Veil? Parce que quand je lui ai parlé de Simone Veil, je lui ai expliqué que Simone Veil est l'une des premières, à ce moment-là, elle était encore magistrate, à avoir transformé l'inceste en sujet de société. Et à partir de ce moment-là, elle y a réfléchi, elle a lancé le processus. Et cette jeune fille, évidemment, elle a attrapé ce qu'on a saisi au vol. Alors, je tiens aussi à dire que quand on se lance dans un atelier d'écriture à Tonnerre ou ailleurs, quand on se lance dans des ateliers d'écriture avec des jeunes gens, ça, je l'explique toujours. Là, c'est mon côté nettement moins sympathique. Il ne faut pas faire ça avec n'importe qui. C'est-à-dire, écrire une lettre, c'est pas la lettre au Père Noël. Hein. C'est-à-dire qu'on est là, on est dans un autre... Quoi qu'une lettre au Père Noël, ça peut être aussi extrêmement important. Voilà. Mais au demeurant, là, il faut vraiment des gens extrêmement solides. C'est-à-dire que... et ça veut dire que moi, je crois que vous l'avez compris dans mes livres, je vais explorer des domaines, des territoires qui font peur à beaucoup de gens. Alors qu'en fait, il suffit de les déconstruire. On s'aperçoit que c'est pas dangereux, on se met pas en danger, mais ça fait peur. Et il faut être conscient, ou conscient tout court, que quand on est dans un atelier d'écriture, c'est pas ou avec des femmes qui sont à la retraite, des femmes qui sont en activité, ou des jeunes filles qui sont en collège ou en lycée, on n'est pas seul dans son bureau avec ses livres et ses lettres 18e. C'est-à-dire que humainement, il faut être extrêmement vigilant. Il ne faut pas faire n'importe quoi, vraiment. D'ailleurs, je dirais même que cet exercice-là, si ce n'est pas fait avec quelqu'un qui est archi compétent dans le domaine de l'écriture, il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore sans précaution. Il faut vraiment faut faire attention. L'écriture, vous savez, quand on y réfléchit bien, sans aller évidemment dans les exemples paroxystiques qui malheureusement aujourd'hui existent en Iran, en Afghanistan, pour lesquels, je trouve, nos féministes activistes sont étonnamment silencieuses. Bon. Il faut vraiment faire attention aux individus qu'on a en face de soi.
Parce que écrire, délivrer un message, quel qu'il soit, si c'est pas dans un cadre et si c'est pas recueilli avec un regard qui sait le faire, qui peut entendre, qui peut le lire, les conséquences peuvent être lourdes. Donc il faut, voilà, on fait pas n'importe quoi. Donc c'est vraiment un exercice, il faut accompagner. Et je trouve que c'est pas mal de lire en amont. D'aller lire, par exemple, des parcours de vie. Je pense par exemple à une Frida Kahlo. Frida Kahlo, son premier médium d'expression avant le carambolage, c'est pas la peinture, c'est l'écriture. Ça, quand on le rappelle aux gens, Frida, sa première expression, son premier mode d'expression, c'est l'écriture. C'est pas un hasard. C'est une gamine qui, à 6 ans, déjà n'était plus comme les autres. C'était malade, la polio, etc., etc. Donc, c'est pas un hasard si elle a commencé, parce que, en fait, quand on y réfléchit bien, écrire, peindre, etc., tout ça, c'est la même chose. Merci Cécile. Une autre question. Une question masculine, c'est bien aussi. Prenez le micro, sinon Merci. Ceux qui sont à distance ne vous entendront pas. J'ai 2 questions. La première, c'est évidemment, en étant à la Poste, on voit que le volume de courrier chute de manière drastique. Et du coup, est-ce que vous observez, vous avez un peu étudié, analysé le fait que le passage de l'écriture, on va dire, avec un stylo à l'écriture digitale, ça diminue la capacité, enfin tout les bénéfices qui sont associés au fait d'écrire des lettres? Et ma deuxième question, c'est par rapport à ce constat que les 90% des candidats sont des hommes. Est-ce que vous auriez des pistes à nous partager où on pourrait essayer de corriger cette tendance? Voilà. Merci. Alors, c'est 2 questions passionnantes. La première, je suis un petit peu fatiguée. La première, c'est la diminution. Voilà. Oui. Alors, j'aurais tendance à être un peu réac sur ces sujets-là. Je ne veux pas m'en priver. Je pense que le fait d'écrire de façon numérique, enfin voilà, avec un écran, etc., ça va tellement vite que ça va trop vite. Et d'ailleurs, là où je peux vous apporter une analyse un petit peu plus fine, quand est sorti ce livre « Elles écrivent », qui a eu une très belle couverture médiatique, j'ai senti que ça suscitait une nostalgie. Oui, on prend plus ce temps d'écrire. Une question des journalistes qui est revenue, mais en fait, on prend plus le temps d'écrire. Cette nostalgie d'une époque probablement révolue, où en fait, on prenait le temps d'écrire. Alors, après, soyons aussi quand même nuancés et honnêtes. Ces femmes, elles ne travaillent pas. Ces femmes, globalement, elles viennent pour le moins de milieux bourgeois, privilégiés, voire très privilégiés, aristocratiques, où il y a de l'argent. Voilà. Donc, il faut aussi dire les choses. Les sociétés ont considérablement évolué. On ne va pas faire le reproche maintenant aux femmes de travailler. Voilà. Donc, il y a... Bon. C'est complexe. Mais en tout cas, j'ai senti, par ce livre, les journalistes étaient, hommes ou femmes d'ailleurs, vraiment dans ce constat nostalgique d'une pratique qui avait probablement un peu déjà disparu, qui appartenait vraiment à un monde très, très éloigné de nous. Après, on peut aussi apporter une autre analyse. Moi, par exemple, pour mon travail, je suis invitée un peu partout. Il y a 2 ans, j'étais invitée à Copenhague, entre autres à donner une conférence à l'université, à l'ambassade, etc. Et j'ai discuté avec des enseignants, des universitaires danois. Alors là-bas, en Scandinavie, c'est le tout numérique et ils étaient catastrophés parce que les jeunes générations ne savent plus tenir un stylo. Tenir un stylo, même plus un stylo plume, bien sûr, un bic. Voilà. Et donc, en fait, le tout numérique. Et moi, je pense qu'évidemment, on disait à l'instant, écrire, peindre, c'est la même chose. Je vois pas trop comment un artiste peut peindre uniquement avec des logiciels de graphiste, en fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi la main
la main, c'est quand même probablement le plus bel outil de l'homme et de la femme. C'est-à-dire qu'en fait, avec la main, on fait quelque chose qu'on ne peut plus faire. Vous voyez, moi je me suis racheté il y a quelques années un stylo plume. Tu sais, quand même, quand j'étais lycéenne, moi j'écrivais tout au stylo plume. Et en plus, on gardait les petites billes des cartouches d'encre. Je ne sais pas pourquoi on faisait ça, mais on gardait les petites billes des cartouches d'encre. Bon. Et je me suis racheté un stylo plume. Je me suis dit, mais voilà, moi, je n'ai pas forcément une très belle écriture. Donc, je sais exactement les stylos avec lesquels j'ai une écriture relativement jolie à regarder. Et je me suis dit, mais tu vas refaire des lignes. Eh ben, pas gagné, hein. Donc, le stylo est noyé au milieu de mes stylos feutres. Mais ça veut dire que moi aussi, j'ai perdu. Imaginez les jeunes générations. Voilà. Ça, c'est une vraie question parce que pour moi, alors là, c'est pas du tout mon domaine, mais comme il y a de véritables révolutions dans le domaine des sciences cognitives, etc., où on s'entend dire que tout le monde est 10, tout le monde est... Voilà. Je pense qu'il y a un moment, il faudrait peut-être aussi se poser des questions sur la main, pas que le cerveau. Et l'autre question, c'est les pistes. Oui, pour vos postières. Ah, moi, je crois qu'il va falloir effectivement changer le nom du concours. Voilà, mais c'est évident que c'est pas suffisant. Moi, je pense que il faudrait. C'est une piste, hein, puis là, c'est pareil, ça va pas être une révolution. Est-ce qu'il existe des ateliers d'écriture au sein de la Fondation La Poste? Au sein de La Poste? Oui. Organisé spécialement. Je réponds au micro, pardon, Voilà. pour ceux qui sont à distance. Non. Je pense que, alors, pas du tout, il ne faut pas fixer pour objectif à ces ateliers d'écriture que toutes les femmes de la Poste envoient un manuscrit. Mais ça serait avant tout un temps, évidemment, d'écriture, mais surtout de réflexion. C'est-à-dire, alors, surtout pas non mixé, hein, comme pour reprendre la novlangue, mais de dire, voilà, on propose des concours littéraires qui manifestement fonctionnent, puisqu'on en entend de plus en plus parler. Mais est-ce qu'on ne proposerait pas un temps, ça peut être par exemple, j'en sais rien, moi, un par trimestre, où en fait, on œuvre à non pas leur apprendre à écrire, mais à faire sauter la barrière. C'est-à-dire concrètement, on vous propose, alors ça peut être, parce qu'on est quand même à la Poste, justement, si vous aviez une lettre à écrire, on peut inventer un sujet. Moi, je crois surtout qu'il faut aider les gens à faire sauter les barrières. Il y aurait une autre piste. C'est pas de l'écriture, c'est de l'oralité. Dans un deuxième temps, il faudrait leur proposer que chacune et chacun se lise. Parce que ça veut dire qu'on commence à s'exposer. On n'est pas dans la démarche d'écriture, on est dans la démarche de contacter la maison d'édition, soumettre son écriture à un regard inconnu, étranger, c'est-à-dire on crée les conditions pour passer de l'individu qui avait un journal intime, qui aime écrire une lettre, qui aime écrire des cartes postales. Ne jamais sous-estimer l'importance de l'écriture de cartes postales. Ça aussi, ça s'effondre. C'est dramatique. Mais on peut faire un portrait à partir de cartes postales. Je ne plaisante pas. Mais là, on passe à autre chose. C'est-à-dire, maintenant, je vais prendre le risque, non pas de me cacher derrière de l'encre et du papier, mais d'être lu. Donc c'est des choses qui peuvent être créées et qui seraient très claires sur la finalité. Nous vous encourageons non pas à écrire, mais à vouloir participer à un concours littéraire. C'est pas grave si vous n'êtes pas lauréat ou lauréate. L'idée, c'est on vous donne des outils pour, en fait, faire sauter des barrières. C'est aussi ce que moi j'appelle dans mon jargon d'historienne l'émancipation. Hein. Oser s'émanciper en premier lieu de ses interdits et de ses peurs. Ça, c'est déjà des révolutions personnelles, en fait. Voilà.
Merci Cécile. Il y a une question en ligne, on arrive au terme, mais dites-nous Jean quand même, on va essayer de te traiter rapidement. Voilà, quels sont les réseaux qui peuvent aider des autrices à publier, quelles sont les maisons d'édition qui peuvent accueillir favorablement ce type d'écrit? La question, elle est vraiment difficile. Je vois pas comment je peux y répondre de façon très pertinente. Toutes les maisons d'édition sont submergées de manuscrits. Voilà. Déjà, il y a une première chose qui me paraît importante de rappeler, c'est-à-dire avant d'envoyer un manuscrit, il faut savoir précisément qu'est-ce que l'on a écrit et à quel lectorat. C'est-à-dire qu'une maison d'édition, l'auteur c'est important, mais le lectorat c'est aussi important. Je ne suis pas forcément très favorable au principe de l'auto-édition qui, bon, alors moi vous allez me dire, je dis ça, c'est facile de dire ça de mon point de vue, hein, mais qui alimente une sorte de fantasme. Moi, je fais partie des auteurs qui revendiquent le fait que c'est l'éditeur qui les a aussi faits. Et inversement, c'est l'auteur qui fait l'éditeur. Après, je pense qu'il faut, par exemple, puisque cette dame manifestement est de la Poste, eh bien qu'elle ose envoyer son manuscrit à ce concours, parce que si j'ai bien compris, ce concours, il n'y a pas de genre littéraire, c'est ça aussi qui est très fort. Il n'y a pas de genre littéraire, donc ça peut être du roman, ça peut être une nouvelle, un essai historique, un essai, le dernier livre que vous m'avez montré tout à l'heure, c'est un livre pour jeunesse. Ah, vous avez la chance d'être dans une maison qui a créé un prix littéraire pour tout genre littéraire confondu, bah, c'est peut-être là la première démarche, justement. On n'est jamais mieux servi que, que chez soi, en fait. Voilà, il faut oser. Merci Cécile pour ces réponses. On va arriver au terme de notre rencontre. Vous pouvez l'applaudir. Alors, je vous rappelle l'ouvrage qui a été le prétexte à son invitation, mais il y en a d'autres. Mais donc, Elles écrivent les plus belles lettres de femmes au XVIIIe siècle, qui est toujours disponible dans vos meilleures librairies. Nous avons beaucoup parlé du prix des postières et postiers écrivains. Le dernier lauréat, c'était un monsieur, Bruno Bourdet, qui travaille au Centre financier de Nantes, et en l'occurrence, en effet, de la littérature jeunesse. Celui de l'année dernière, c'était un livre d'un postier qui travaille dans la BSCC à Limoges sur l'histoire de la Gestapo à Limoges. Et le précédent, c'était d'un postier qui travaille à la branche publique, la branche grand public et numérique sur une histoire autour du cyberharcèlement. Donc vraiment des registres complètement différents. Donc en effet, je confirme, les postières et postiers écrivent sur des tas de domaines et tous sont les bienvenus pour postuler à notre concours dès lors qu'ils ont été édités. En effet, on ne prend pas l'auto-édition, il faut avoir été édité et c'est l'éditeur qui candidate et l'éditeur a jusqu'au 1er octobre pour candidater pour l'édition 2025. Et je rappelle qu'il y a aussi chaque année des inconnus qui sont repérés par des maisons d'édition. Celles-ci sont effectivement submergées de demandes, mais il y a chaque année quand même des inconnus qui sortent du lot. Et le prix envoyé par la Poste eh bien, est là pour récompenser un ouvrage arrivé par un sombre inconnu par la Poste à son éditeur. Et cette année, c'est Anatole Édouard Nicolo qui a remporté le prix envoyé par la Poste. Voilà, que de bonnes lectures. Merci beaucoup Cécile d'avoir partagé ce moment avec nous. En salle, un petit café nous est proposé pour poursuivre les échanges. À vous qui êtes en ligne, merci de nous avoir suivis. Au revoir. Merci à tous.